Godzilla ne se bat pas que contre les hommes et leur arrogance. Il doit parfois faire front ou se battre contre d'autres monstres de son acabit. Si l'on a déjà vu que Godzilla peut prendre à la fois la place de l'antagoniste que du sauveur, il en est de même pour ses adversaires. Certains sont là pour foutre la merde, et d'autres pour mettre une raclée à un Godzilla parti en vrille. Il y a énormément de protagonistes gigantesques au fil de ces 65 ans de saga, donc je ne vais citer que quelques-uns, pour moi les plus marquants. King Ghidorah. C'est le grand adversaire de Godzilla, parfois même considéré comme la némésis de notre lézard géant. Parfois il vient de l'espace, parfois il est créé par le même principe que Godzilla, d'une mutation liée au nucléaire. Son design est un dragon d'or à 3 têtes, 2 queues et 2 ailes de chauve-souris. Il crache des éclairs d'or, est très fort et il est souvent l'antagoniste. Il n'y a que dans Godzilla, Mothra et King Ghidorah Giant Monster All Out Attack qu'il intervient pour stopper Godzilla. Mothra. Mothra est, je crois, le seul monstre bienveillant de la saga. Elle apparaît sous 3 formes dès son premier film, Mothra, un œuf, une chenille, parfois double, et un papillon. Mothra est la voix de la sagesse, elle est souvent là pour aider ou pour réconcilier les monstres avec les hommes et leur venir en aide. Elle est vénérée sur l'île de l'Infant où ses représentants sont 2 jumelles appelées Shobejin. Biollante. Biollante est une mise en garde contre les mutations génétiquement modifiées et la science de Frankenstein. Godzilla et Biollante ne sont pas des monstres, ce sont leurs créateurs, des scientifiques sans scrupules, qui sont les monstres. Biollante est donc créée à partir d'une rose, de cellules de Godzilla et de l'âme de la fille du scientifique qui a procédé à cette mutation, probablement réincarnée dans la rose. Mecha Godzilla. Mecha Godzilla, ou surnommé Kiryu, le dragon machine, est un robot à forme de Godzilla, créé par les humains à partir des os de celui-ci pour pouvoir combattre le kaiju. Souvent cette création n'est pas une bonne idée, car il se retourne souvent contre ses créateurs ou pire, est contrôlé par d'autres entités, notamment des aliens. Mais dans Tokyo SOS, Mecha Godzilla porte un beau message, donc comme toujours dans ces films, aucun personnage n'est bon ou méchant, mais un peu des deux. Utiliser l'arme nucléaire est très souvent rejeté dans les films de Kaiju Eiga. La bombe est plus effrayante que n'importe quel monstre. Dans Godzilla de 84, les US et les Russes préconisent l'utilisation des ogives nucléaires, mais le Japon refuse d'être les cobayes. On retrouvera une situation semblable, voire plus tendue pour le Japon, dans Shin Godzilla de 2017. D'ailleurs, une rumeur court que le test de Fat Man sur Nagasaki était juste pour voir laquelle des 2 bombes était la plus puissante, vu qu'elles n'ont pas été préparées pareilles. Dans Godzilla vs Destoroyah de 95, Godzilla est en train de grimper dans les tours car il a un cœur radioactif qui surchauffe. Godzilla voit son niveau d'énergie atomique grimper en permanence. Le monstre est sur le point d'exploser comme une bombe A. Godzilla représente alors la menace de l'explosion d'une centrale nucléaire, mais aussi leur trop grand nombre sur le sol japonais. Le Japon, avant Fukushima, était le 3e producteur d'électricité nucléaire avec 54 réacteurs sur le territoire. Les accidents de centrales se sont répétés au cours du temps. Voici quelques incidents récents. En 99, 2 morts et 439 irradiés à la centrale de Tokaimura. En 2004, 4 morts, 7 blessés à Miyama. En 2007, le séisme de magnitude 6.3 et le tsunami provoque un incendie et une fuite d'eau radioactive dans la plus grande centrale du monde, Kashiwazaki-Karima. Et enfin, malheureusement la plus récente, le 11 mars 2011, la centrale de Fukushima Daiichi essuie un séisme de magnitude 9.1, le plus fort séisme enregistré à ce jour au Japon, et un tsunami qui arrive 51 minutes après. Les vagues de 15 mètres, plus des erreurs humaines, ont provoqué la fission d'au moins 2 réacteurs nucléaires, voire 3.
L'autorité de sûreté nucléaire a dévoilé que 97, dont 19 incidents jugés critiques, ont été cachés au public de 1978 à 2002. Beaucoup de kaiju Ega tourneront donc autour de cette idée du nucléaire comme menace et parfois comme aide. Violente, par exemple, est un monstre créé pour avaler le nucléaire à partir des cellules de Godzilla. Les scientifiques du film mettent au point un virus capable d'avaler ou de neutraliser le nucléaire des cellules du monstre, ce qui posera problème dans le film suivant. Dans Godzilla vs Destoroyah, sa puissance nucléaire est là pour rappeler tous les incidents nucléaires possibles, comme celui de Tchernobyl. Le Super X-3, un avion de défense créé pour la saga, arrive à congeler Godzilla pour contrôler la fission. Dans Godzilla vs Mechagodzilla, Kiryu, le robot adversaire du monstre, possède un canon zéro absolu pour pouvoir geler le feu nucléaire. Le film veut mettre en garde contre la puissance nucléaire et ses accidents, mais aussi proposer un peu d'optimisme en gelant cette puissance. Le Japon arrête le nucléaire car Godzilla se nourrit de cette énergie dans Godzilla vs Megaguirus. Malgré tous les efforts pour trouver une énergie propre, le Japon développe le plasma, qui attire aussi Godzilla comme une abeille. Cette énergie permet de créer une sorte de trou noir pour détruire Godzilla. Sauf que l'essai crée une faille spatio-temporelle et fait venir dans le monde Megaguirus. C'était pas leur journée. Dans Godzilla vs King Ghidorah, ils ont imaginé un scénario qui mêle questions réelles et fiction, un bel exemple d'un film qui tente de garder une éthique même si c'est de la fiction. King Ghidorah est de retour, sauf qu'un retour dans le temps a empêché Godzilla de devenir le monstre muté que l'on connaît. Le Godzilla actuel ne peut donc vaincre King Ghidorah sous cette forme. Il faut le refaire muter tel qu'on le connaît d'habitude, donc l'irradier. Sauf que suivant les accords de la non-prolifération des armes nucléaires, NTP, le Japon ne peut avoir ce type d'arme sur son sol. La première version du script le permettait, mais les auteurs ont mis en place une politique pour que ce type de propos ne soit jamais dans un film Godzilla. Ils veulent respecter la réalité du pays dans la vraie vie et surtout les valeurs que portent ces films. Ainsi, par une pirouette scénaristique, une entreprise japonaise possède des armes nucléaires, mais dans des zones non japonaises. Godzilla est de nouveau irradié, peut vaincre King Ghidorah, mais redevient une menace. Le message du film est assez clair. Le nucléaire se retournera forcément contre celles qui l'utilisent, même avec la meilleure volonté du monde. Godzilla va pendant un temps devenir amical, dansant, parlant avec les autres créatures, pour le plus grand malheur des créateurs qui voient leur créature devenir un monstre de foire. Mais cela s'explique par un pays qui possède une économie à 10% entre 1950 et 1960. Le moral est en hausse, le pays est le plus fort économiquement, bien devant l'Occident, qui a une moyenne à peu près de 4% de croissance. Il n'y a aucun intérêt à ce que Godzilla détruise à nouveau les symboles de la renaissance du Japon, comme les autoroutes ou la tour de Tokyo. Pourtant, les créateurs de la franchise ont encore des sujets politiques à mettre sur le tapis et Godzilla incarne à nouveau ces enjeux pesant sur l'humanité. Les villes grandissantes posent le problème des dangers écologiques. Les Japonais sont liés à la nature depuis des temps anciens et ce problème se pose très vite à leur esprit malgré la liesse générale. En 1959, le village de Minamata se voit empoisonné au mercure par une usine pétrochimique. Les rizières sont contaminées au cadmium, provoquant des maladies des os très douloureux. La pollution entoure Tokyo. C'est donc naturellement que Godzilla vs Hedorah voit le jour et porte ces problématiques. D'ailleurs, Hedorah vient du mot japonais Hedoro, signifiant boue. Il y a aussi des notions de pollution dans Godzilla Revenge. En 1980, l'économie est plus faible, mais reste le double de l'Occident avec 5% de croissance. Le marché automobile nippon est le premier. Mais les Japonais sont habitués à ce que tout ce qui monte soit suivi d'une descente. Et ils attendent la rupture de la bulle économique. Le séisme de Kobe en 1995, fermant les ports, en est un exemple. La chute boursière apparaît dans 2 films de kaiju, Godzilla de 1984 et Gamera, Guardian of the Universe, en 1995. Godzilla lui-même viendra mettre à mal cette richesse et rappeler que rien n'est dû. Godzilla vs King Ghidorah est une métaphore de la vision négative qu'ont les autres pays sur le Japon. Car n'oublions pas qu'un pays qui est très prospère fait peur aux autres. Dans ce film, des personnes venues du futur veulent détruire le Japon pour rétablir un équilibre économique. On pourrait croire que Godzilla représente le sauveur et le protecteur de cette économie. Mais celui-ci se retournera contre le Japon pour les maintenir dans un équilibre avec le reste du monde. La vanité et la prospérité sont remises à des niveaux acceptables par tous. On ne peut pas dominer, ce n'est pas dans l'ordre des choses. Car nous allons le voir, Godzilla est surtout le gardien de l'ordre des choses tout en passant par le chaos. De plus, le film catastrophe ou les kaiju Ega sont des films positifs et optimistes.
car il montre que l'humanité s'en sortira toujours. Il n'y a que dans Gamera 3, Revenge of Iris, que la fin n'est pas si optimiste que ça. Dans ces films, il faut passer par la destruction pour renaître et reconstruire un monde meilleur derrière. Énormément de cultures passent par une sorte de fin du monde liée au blasphème des hommes, punis par les dieux, pour renaître ensuite meilleur. Tout comme dans les Godzilla, il y a souvent un repentir à la fin des films, une volonté de faire mieux. Un peu comme dans la citation d'Albert Einstein au début de la vidéo. Godzilla peut aussi être vu dans la culture japonaise comme lié au divin, car puissance de la nature. Le général Farrell, qui a été le chef du projet Manhattan, le projet visant à obtenir la bombe nucléaire pendant la Seconde Guerre mondiale, a dit à propos de celle-ci « Pareil à un avertissement du jugement dernier. À ce moment, nous comprîmes que nous avions eu, être infime, l'audace sacrilège de toucher aux forces jusqu'ici réservées aux tout-puissants. » Tu l'as dit, Buffy. Tomoyuki Tanaka, le producteur originel de la franchise, a dit « Godzilla est un animal sacré envoyé par les dieux pour annoncer aux hommes d'aujourd'hui l'horreur de la guerre nucléaire. Godzilla est un messager et un rempart face à la folie des hommes de posséder une telle arme. Les Japonais ont le mot Tenbatsu, le châtiment des vins, pour décrire ce concept. Dans le premier Godzilla, les pêcheurs le pensent être un dieu, qu'on ne peut apaiser que par des sacrifices. Ils pratiquent alors des danses rituelles comme pour n'importe quel autre dieu. Les hommes des villes doivent alors renouer avec cette ancienne culture pour apaiser le monstre. La prière reste le seul moyen de renvoyer Godzilla. Godzilla n'est pas un être malveillant pour Ishiro Honda, le premier réalisateur. Les destructions qu'il impose sont dues à leur taille, mais pas à leur volonté. Ces monstres sont juste mal calibrés. Les monstres sont des êtres tragiques, ils sont juste nés trop grands, trop lourds, c'est leur tragédie. Ils n'attaquent pas volontairement l'humanité, mais par leur dimension physique, ils causent des dommages et font du mal. Alors l'homme se défend contre eux. On pourrait reprendre cette phrase pour Cloverfield, qui nous montrait une telle créature perdue et gigantesque dans New York. Cloverfield à la limite du film de kaiju, du found footage et du film d'Alien. Le fatalisme des Japonais est une part importante de leur culture, mais aussi pour appréhender les kaiju eiga. D'ailleurs, le fatalisme n'est pas forcément baisser les bras et attendre la mort. Ici, c'est être conscient qu'il y a une marche qui nous dépasse et que l'on doit accepter. Surtout dans un pays comme le Japon, soumis depuis toujours aux volcans, séismes, tsunamis et autres typhons. Ajoutez à tout ça la pensée bouddhiste du présent, et vous avez des personnes qui savent accepter les coups du sort, mais aussi les bonnes choses qui arrivent. Tanaka ajoute sur Godzilla, il n'est ni bon ni mauvais, il se contente de détruire tout ce qu'il trouve sur son passage. Les deux bombes nucléaires furent longtemps considérées comme des choses arrivant sans responsable, tout comme un séisme. C'est dire leur niveau d'acceptation face à l'adversité. Tous les monstres représentent une catastrophe naturelle très présente dans la vie des Japonaises et ou un élément de la nature. Baragon est le séisme, la terre. Mothra, Ghidorah et Rodan sont des typhons, donc le vent. Et Godzilla serait le feu. On peut y voir d'autres représentations, comme Ghidorah pourrait être une sorte d'électricité ou un pouvoir venant de l'espace dû à son éclair jaune. Contrairement à la culture occidentale où la peur des monstres serait d'être avalé et dévoré, venant du mythe de Chronos qui avala ses enfants, ici la peur est celle des éléments naturels et de leur capacité à détruire. Toujours pour des raisons pratiques vu la terre qu'ils habitent. Comme pour les kami japonais, les dieux shintoïstes, Godzilla et ses compères sont des rappels à l'ordre. Hedorah est une mise en garde contre la pollution. Mothra punit les actes sacrilèges. Violente, un avertissement contre les manipulations génétiques. Tous ces monstres sont aussi des mainteneurs d'ordre. Les kami sont en général ni bienveillants ni malveillants, mais répondent à ce qu'on leur fait. Si vous êtes bienveillant et vertueux, normalement les kami vous laisseront en paix, et si vous pétez plus haut que votre cul, là vous allez avoir des emmerdes. Pareil avec les kaiju eiga. Ils ramènent l'humanité dans l'équilibre. Tout n'est que réponse à nos actes. Donc évitez de péter sur les dieux, ils le sentent. La religion Shinto pèse fortement sur les films de Godzilla. Le concept de Kanagara no Michi, la voie divine, est très présente. Elle stipule de se conformer à la volonté des kami, d'accepter le mode de vie légué par les ancêtres et d'agir en conformité avec le cours normal de la nature. Ramener Godzilla via ses ossements est contre nature. Créer un monstre liant une fleur, une âme et l'ADN de Godzilla est contre nature. On peut lire d'ailleurs sur les amulettes des scientifiques dans Godzilla Tokyo SOS, la vie doit être vécue dans l'intervalle de temps alloué par la nature. Lorsqu'un tabou est brisé, les kami interviennent et il ne faut pas s'étonner de les avoir sur le coin de la gueule. Tout ce qui est créé pour faire face à la menace doit être détruit ensuite, que ce soit Godzilla lui-même dans Godzilla vs King Ghidorah ou un robot géant dans Godzilla Tokyo SOS.
Dans Godzilla, Mothra et King Ghidorah Giant Monster All Out Attack, Godzilla devient la voix des morts dans le Pacifique. Son cri a été pensé par Akira Fukukobe comme représentant ces voix. Ensuite, il deviendra les morts asiatiques en général. Mais on pourrait se demander pourquoi les morts japonais voudraient tuer leur propre patrie. Eh bien, le Japon commence tout juste à reconnaître ses crimes dans les régions chinoises. Les âmes seraient coupables et tenteraient de se racheter. Dans ce film, Godzilla a les yeux blancs et représente cette culpabilité et cette vengeance contre le peuple japonais, qui a commis des actes ignobles dans d'autres régions et veulent les passer sous silence dans l'oubli. Pour rappel, le blanc est la couleur de la mort et du deuil en Asie. De plus, chaque monstre peut mourir. La croyance japonaise et le bouddhisme font que ces êtres seront toujours présents. La mort n'est pas, comme nous, définitive, mais n'est qu'un passage vers autre chose. Ainsi, le bouddhisme y ajoute une notion d'évolution. Chaque mort et vie nous fait évoluer vers autre chose et ainsi de suite. Donc lorsque Godzilla meurt au milieu d'un film et renaît, ce n'est pas la résurrection comme Jésus, mais bien qu'il est un dieu et qu'il peut passer d'un état à l'autre. Lorsqu'il meurt et revient dans un autre film, il est normalement un Godzilla plus évolué. D'ailleurs, Mothra meurt mais elle vit grâce à ses œufs, et elle renaîtra par eux. Rodan meurt mais il reviendra par Godzilla. Aucun monstre ne meurt vraiment, comme on l'entend par chez nous, mais il devient autre chose. Certains voient dans les monstres des kaiju Eiga plutôt que des kami, des oni. Des créatures gigantesques qui habitent dans la mer ou dans le ciel. On peut les apparenter parfois à des yokai. Les oni sont plutôt démoniaques et souvent représentés avec des formes humaines, des cornes et des longs cheveux. Les films laissent libre cours aux spectatrices de choisir ce qu'elles veulent voir dans ces monstres. Des kami régulateurs de la balance ou des yokai perturbateurs. Généralement, les kaiju Eiga se déroulent dans les villes, car comme on l'a vu, la peur vient de la destruction. Ainsi, détruire une ville, des repères connus, en plus de donner un référentiel visuel pour comprendre la taille des bestioles, cela accentue la menace et la réalité de la menace. Les Japonais savent ce que c'est que de voir un bâtiment détruit, cela leur parle. Nous, on est moins habitués à voir Paris en ruine, à moins que vous ayez plus de 73 ans. Mais le mont Fuji est aussi souvent représenté lors des combats. Le mont Fuji est une, si ce n'est la divinité du Japon. Mettre les combats et Godzilla à son pied associe ces monstres aux divinités du Japon. Et maintenant, nous allons aborder des choses qui font mal. Nous allons parler des Godzilla américains et des plus récents. Le Godzilla de Roland Emmerich est désavoué du public fan des Godzilla japonais. Il lui reproche de ne pas être iconique, de se planquer et de pondre ses œufs en fuyant la menace au lieu de l'affronter. Il nomme d'ailleurs cette bête le Jino, Godzilla in name only, Godzilla seulement de nom. La Toho, gênée par l'impopularité du film auprès de ses fans, décide plus tard de renommer la créature en Zilla dans son répertoire de kaiju. Mais il faut avouer que ce Godzilla ne respecte rien de ses ancêtres, vouloir réinventer la poudre a un prix. En 2014 sort un reboot pour le Monster Universe de la Legendary Pictures et Warner Bros. Avec Godzilla de Gareth Edwards. Ici, le monstre rappelle la catastrophe de Fukushima Daiichi en prenant place dans une centrale nucléaire, mais aussi avec un tsunami. Alors je vais passer sur l'histoire qui est bof-bof, plus le fait que les personnages américains soient tous full valeur, donc c'est pas très intéressant. Mais il y a une très bonne gestion du gigantisme, cela peut d'ailleurs rappeler Cloverfield. Mais heureusement, le Japon n'a pas lâché la franchise en nous proposant Shin Godzilla, ou Godzilla Résurgence en VF, en 2017 de Hideaki Anno et Shinji Higuchi. Cet opus est fou. Il nous montre un Godzilla plus évolutif que jamais, avec 3 formes aussi belles et monstrueuses que jamais. J'ai aussi ressenti beaucoup de souffrance dans cette bête errante dans les rues des villes japonaises. La destruction entraînée par cette bête est aussi très bien mise en valeur. Le film propose aussi un sacrifice ultime, mais je vous le laisse découvrir car ce film est fantastique, il me hante encore. En 2017 et disponible sur Netflix, la Toho Animation nous livre 3 films d'animation liés entre eux d'1h30 chacun.
Ces films sont un peu étranges, à la fois très éloignés de la figure que l'on connaît, mais pas totalement dénués d'intérêt non plus. On nous présente une version futuriste de Godzilla et de ses impacts, ici forçant l'humanité à fuir la planète. Le film traite de la folie de la science, de la technologie, mais aussi de la religion. Le personnage principal est très arrogant, mais il y a une bonne morale de fin. C'est mon avis, vous en faites ce que vous voulez. Et maintenant, il va falloir croiser les doigts pour l'opus qui va sortir au moment où cette vidéo sort demain. Le trailer est alléchant car il présente les plus grands adversaires ou acolytes de Godzilla. Mais dans les mains des Américains, ça n'annonce pas forcément le respect des symboles du monstre nucléaire. Transition parfaite vers la conclusion et donc un petit récapitulatif des symboles qu'incarne Godzilla tout au long de son très long règne. Au fil du temps, Godzilla et tous les kaiju présents ont été la personnification des morts dans le Pacifique, des bombes atomiques A ou H, des effets de la bombe atomique, des répercussions de la bombe et de la guerre, de la prolifération des centrales nucléaires sur le sol nippon, des dangers de la science, d'un repart contre la folie des hommes, d'un messager contre le nucléaire et toute autre forme de puissance, d'une force de la nature brute et sans valeur morale, d'un protecteur du Japon mais aussi son destructeur, et enfin, du Japon et de sa force intellectuelle et scientifique. Il n'est donc pas que le monstre en caoutchouc un peu débile que l'on voit souvent, ou la créature en CGI qui mange du thon dans l'opus d'Emmerich. Godzilla porte en lui des thèmes forts et puissants. Comprendre ces thèmes, c'est rendre hommage à tout ce qui lui a précédé et d'où il vient. Merci d'avoir suivi cet épisode fleuve, j'espère qu'il vous aura plu et intéressé. Ça a été un voyage long de plusieurs mois, mais qui m'a éclairé et passionné. Longue vie aux dieux nucléaires, et longue vie aux créatrices qui font incarner leurs angoisses et posent des questions sur le monde réel dans leurs films. Portez-vous bien et ouvrez l'œil. Dongan kasakuyang Indo